Je rappelle que M. Chakib Boussous est un médecin, radiologue, anthropologue, sociologue. Il a publié un certain nombre d'ouvrages, dont Mariage, concubinage dans les pays arabes. Il a publié avec Naaman Boussous, Grossesse de la honte. Il a coordonné un livre Enfants en situation de rue. Il a en fait participé à un livre collectif. Et il y a une vingtaine d'années, plus que 20 ans, vous étiez venu à Tétouan pour présenter le livre L'exploitation de l'innocence. Moi, j'ai assisté à cette conférence, elle était extrêmement intéressante. Alors, vous étiez jeune, vous l'êtes toujours. Alors, j'étais vieux et je suis resté. Non. Voilà, la culture rajeunit. Donc, va animer cette conférence, cette rencontre, Madame Halima Haïdou. Madame Halima Haïdou, elle a publié plusieurs articles. Elle a publié un seul livre, à ma connaissance. C'est les contes de Tétouan, contes de Mahadjou. Mahadjou, c'est des contes tétouanais. Madame Halima, elle est très connue par son dynamisme, par son enthousiasme pour la culture. Je remercie aussi l'Institut français, plus particulièrement Moustapha Kadda. Moustapha Kadda, ça fait une année qu'il est là à Tétouan, à l'Institut. Il est sérieux, toujours souriant quand il s'agit de la culture. Je vous souhaite. Le grand remerciement, c'est pour vous. Donc merci d'être venu. Et je vous souhaite une excellente rencontre avec Chakib Boussous et Halima. Merci beaucoup. Merci Sismaï. C'est vrai que je garde un très bon souvenir. Je garde un très bon souvenir et c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Il y a une vingtaine d'années, j'étais venu à l'initiative de l'Institut français de Tétouan et, Sismaï, si vous vous rappelez, j'ai eu une panne de voiture à une trentaine de kilomètres de Tétouan et je suis arrivé malheureusement très en retard avec 1h30 de retard. Et ce qui était merveilleux, c'est que le public était là et qui m'attendait. Je vous remercie, Sismaï, de nous avoir accueillis dans cette belle librairie. Je suis agréablement surpris par cet espace. Je voudrais remercier l'Institut français en son nom, Moustapha Kadda, qui a fait un travail professionnel dans la correspondance que nous avons eue jusqu'ici. Et c'est vrai qu'il a toujours le sourire. J'ai oublié de dire que l'exploitation de l'innocence, malheureusement, elle était publiée. Non, c'est pas malheureusement qu'elle était publiée chez Edif, mais Edif n'existe plus, et malheureusement il est épuisé, le livre on ne le trouve pas. Le livre est épuisé, effectivement, le livre est épuisé. Edif a été repris par la Croisée des Chemins. Effectivement, il est épuisé aujourd'hui. Et nous n'avons pas fait de réédition. Peut-être s'il faut faire une réédition maintenant, il faudrait la remettre à jour. Et bon, en tout cas pour le moment, il n'y a pas de réédition. Je voudrais remercier Madame Haïdour Halima pour la présentation, pour d'avoir bien voulu, d'avoir accepté de me présenter aujourd'hui. Merci d'être venu aujourd'hui en fin de journée après votre travail. Merci. Bien. Alors bonsoir mesdames et messieurs. Merci de venir nombreux partager avec nous ce moment convivial et fort et d'échanger avec le docteur Chakib Boussous autour de son livre Mariage précoce, anthropologie marocaine et enjeux universels. Et plutôt avant, mariage précoce de l'Antiquité à nos jours. Bien, je reviens vers vous, monsieur, plutôt docteur Boussous. Alors, vous êtes médecin radiologue,
vous êtes aussi chercheur en anthropologie et en sociologie sociale, en sociologie politique. Vos préoccupations majeures sont la défense des droits de l'enfant, la scolarité et la problématique de l'alphabétisme, la pauvreté et l'exclusion. Vos publications reposent sur les résultats des recherches menées longuement et minutieusement sur le terrain, bien sûr, et apportent des conclusions pertinentes, n'est-ce pas? Dans vos livres, vous parlez beaucoup et vous dénoncez tous les phénomènes qui entravent au développement de la société et du développement humain, entre autres l'exploitation de l'innocence, l'analphabétisme, la précarité et autres. Vous avez à votre actif des publications nombreuses et des essais. Je cite à titre d'exemple les enfants en situation de rue, sociologie et accompagnement à la réinsertion. Le mariage précoce, bien sûr, celui qui est entre nous et dont il est question ce soir. Vous avez publié aussi grossesse de la honte, études sur les mères-enfants, plutôt sur des filles mères et leurs enfants au Maroc. Vous avez aussi publié le travail des enfants, plutôt l'exploitation de l'innocence, et bien entendu un autre ouvrage, les mariages et les concubinages, plutôt mariage et concubinage dans les pays arabes. Bien, docteur, donc, et je sais qu'il reste beaucoup dans votre... il reste beaucoup à dire, et je suis certaine que vous allez encore nous surprendre avec d'autres ouvrages. Bien. Première question qui me tarote et qui me vient à l'esprit, c'est comment vous êtes passé de la médecine à la sociologie et à l'anthropologie. Est-ce que vous avez été confronté à une situation qui vous a marqué? Quel a été le déclic? Monsieur Gessos. Oui, c'est une question qu'on me pose toujours. Effectivement, quand j'avais commencé ma médecine, les premières années sont des années où on est en stage infirmier. Et quand j'avais commencé mes stages infirmiers, c'était le début de la planification familiale au Maroc. Et donc, on me demandait d'aller dans des maisons faire des visites à domicile. Et c'était dans un bidonville, c'était le bidonville de Zabrek à Salé. Et là, sans m'en rendre compte, j'étais en train de faire un petit peu d'anthropologie, parce que savoir les raisons pour lesquelles une femme va réduire le nombre de ses enfants, ou pourquoi une femme a envie d'avoir le maximum d'enfants. Nous étions déjà dans l'anthropologie, mais je l'ai fait, c'est comme celui qui faisait de la prose sans s'en rendre compte. J'étais en train de faire de l'anthropologie sans m'en rendre compte. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai cette connaissance entre mes mains, d'autant plus que très vite, je me suis rendu compte que avoir un patient et le traiter seul, c'était comme si je prenais quelqu'un, je le sortais de sa société. Et j'avais une information qui était incomplète. J'avais une vision incomplète de l'individu. Alors que si je savais dans toutes les informations de sa société, j'aurais peut-être une vision plus complète. Et c'est ce qui m'a poussé à commencer à faire des études de sociologie, très doucement. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais en tout cas j'ai terminé. C'est le plus important. Très bien. Donc on comprend très bien de ce passage qui n'est pas brusque, qui n'est pas venu de rien. C'est le fait de côtoyer des malades et de les remettre dans leur situation, dans leur contexte. Oui. Très bien. Bien, une autre question qui me vient aussi à l'esprit, c'est que dans les civilisations antiques, le mariage précoce a toujours existé à cause de l'espérance de vie qui était très courte. Ça ne dépassait pas la trentaine, donc il fallait optimiser au maximum la durée de vie des femmes
Donc, il fallait qu'elle se marie précocement. Ou on n'appelait pas ça un mariage précoce. Oui. Mais actuellement, on est en face d'une autre situation où le mariage, plutôt l'espérance de vie, c'est de 70 à 80 ans. Donc les femmes ont largement le temps de grandir, de mûrir et d'avoir des enfants aussi. Donc pourquoi le phénomène persiste avec toutes ces raisons? Bon, on sait pourquoi, mais c'est-à-dire un petit peu, mais si on écoute le point de vue d'un sociologue qui a été sur le terrain, ça serait plus, ça va arriver plus au public. Effectivement, on comprend pourquoi à l'arrivée des civilisations, il faut mettre un petit peu plus. Oui, vous avez donné un certain nombre de faits, mais je pense que le point important, c'est le passage entre les peuples primitifs et les civilisations. Quand nous sommes rentrés dans la civilisation, nous avons commencé à marier les filles très précocement. Alors c'est là, je pense que c'est ce moment important qu'il faut peut-être analyser pour comprendre pourquoi aujourd'hui encore on continue à marier précocement les filles. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant très longtemps, quand il n'y avait pas encore la civilisation, on n'avait ni l'écriture, ni l'agriculture, et donc les gens vivaient uniquement de la cueillette des fruits, ou ils vivaient de racines. Ils piochaient, ils cherchaient des racines. Et c'est ce qu'ils mangeaient. Ils mangeaient très peu de protides. Et les seuls protides qu'ils mangeaient, c'était les produits de la chasse. Parce qu'on avait déjà découvert la chasse. Et les mollusques sur les rivages. Et là, en fait, avant d'arriver à la chasse, les hommes et les femmes étaient interchangeables au niveau du travail. C'est-à-dire que chacun cherchait lui-même son alimentation. Il n'y avait pas de division du travail. Et donc, les humains vivaient normalement, les hommes, avant d'être mariés, passaient par des rites d'initiation, et les femmes également passaient par des rites d'initiation. On leur apprenait pendant des mois, on leur apprenait comment se comporter en tant qu'adultes, quelles étaient les traditions du peuple ou de la collectivité ou du village. On leur apprenait comment se comporter vis-à-vis des enfants. Et donc, quand une fille avait passé son rite d'initiation vers la puberté, elle avait un certain temps, le temps de connaître quelqu'un, et pour l'épouser, elles arrivaient jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans. C'est ce qu'il y avait pendant toute cette période-là où les humains vivaient sans avoir la propriété. La propriété n'existait pas. La seule propriété qui existait, c'était les outils que les hommes ont commencé à avoir pour la chasse. Mais les outils ne s'héritaient pas. Si on pouvait le donner à quelqu'un, mais ça n'avait pas une valeur. Par contre, lorsque l'on a découvert l'agriculture, lorsque l'on a découvert l'écriture, nous sommes passés de la situation de peuple primitif à la civilisation. Et c'est là où tout a changé. La civilisation, ça a été la domestication des premières céréales, du blé. Quand les hommes sont arrivés sur les bords de l'Euphrate, je pense par exemple à la civilisation sumérienne. Oui, vous le notez dans le livre. Ce sont des gens qui étaient des nomades, qui se sont retrouvés dans un endroit où il suffisait de piocher pour que l'année prochaine, là où ils ont pioché, il y a du blé qui monte. Et non seulement il y a du blé qui monte, ça ils l'avaient un petit peu découvert, ils l'avaient un petit peu compris avant. Mais là, sur les bords de l'Euphrate, un fleuve important, avec beaucoup de limons, avec une terre très riche. C'est-à-dire qu'ils avaient, quand ils travaillaient un petit bout de terrain, ils avaient du blé pour vivre pendant 1 an, pendant 2 ans, parfois pendant 3 ans. Là, ça devenait important. Parce que le blé, on pouvait l'échanger contre autre chose. On rentrait dans le troc.
Et donc le blé, la quantité de blé devenait une propriété. Et donc si on mourait, il fallait qu'on le donne à quelqu'un. Parce que jusqu'ici, on n'avait rien à donner. Là, on a quelque chose à donner. Et donc, c'est ça la propriété. Mais il a une autre propriété encore plus importante que celle du blé. C'est le sol, c'est le terrain. Parce que le premier qui est arrivé à clôturer, en fait, on ne clôturait pas à l'époque, mais on délimitait, on disait, ça c'est mon terrain, c'est là où je travaille, c'est là où je cultive. D'ailleurs, pendant très longtemps, on disait, la terre à celui qui la travaille. Et donc, il fallait que les gens donnent le terrain à quelqu'un, c'est-à-dire à quelqu'un qui soit d'eux-mêmes. C'est-à-dire quelqu'un dont ils étaient sûrs qu'il était leur propre enfant. En général, on donnait uniquement aux garçons. Et c'est une autre histoire, les filles n'héritaient pas encore. Donc, on donnait à un garçon, et si on donnait à un garçon, il fallait que le garçon, qu'on soit sûr et certain que ce garçon était bien de soi. La seule manière pour être sûr, c'est de contrôler l'épouse, contrôler la sexualité de l'épouse. Mais comme c'est toute la société qui est comme ça, il fallait également contrôler la sexualité de la jeune fille, qu'elle n'apprenne pas quelque chose pour que demain, une fois mariée, elle va tromper son mari. Donc on va contrôler la jeune fille. Et pour être sûr de bien la contrôler, on l'a mariée le plus tôt possible. Parfois, avant même la puberté. Exactement. Maintenant, il y a effectivement un autre facteur, c'est que avant, chacun cherchait lui-même son alimentation. Maintenant qu'il y a une division du travail et qu'il fallait travailler la terre, et plus on a de bras, plus la terre donne, les pères avaient besoin d'une progéniture nombreuse en garçons. D'une descendance. D'une descendance masculine importante. Or, l'espérance de vie était courte. La majorité des femmes n'arrivaient pas à la ménopause. Ça se jouait entre la puberté et 30-35 ans. Rarement les femmes atteignaient 40 ans. Donc il fallait, et puis il y avait beaucoup de fausses couches, et il y avait beaucoup, et les enfants quand ils naissaient, mortalité maternelle mortalité et de décès infantile. Mortalité maternelle et mortalité infantile et néonatale. Si bien que on disait que pour qu'un enfant né vivant, pour qu'il atteigne l'âge adulte, en fait, un seul sur 3 ou sur 4 arrivait à l'âge adulte. Si on compte aussi les fausses couches, ça veut dire que pour que la femme puisse donner 3 ou 4 enfants, toute sa vie, depuis la puberté jusqu'à sa mort, il fallait qu'elle soit ou enceinte ou en train d'allaiter. Oui, mais justement, la question était pourquoi maintenant que l'espérance de vie est vraiment plus élevée. Oui. Oui, elle est vraiment plus élevée et le phénomène du mariage précoce persiste. Oui, oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai, et je le marque sur une partie du livre, ça ne représente plus rien, la grossesse, puisqu'aujourd'hui, on ne perd très peu d'enfants. Donc une femme qui a envie d'avoir 2 enfants, ça va lui prendre 2 ans de sa vie. Mais entre disons 15 ans, la puberté, et 86 ans, 78 ans, 78 ans, l'espérance de vie des femmes au Maroc l'année dernière. 78 ans, donc il y a du temps, ça ne représente plus rien dans la vie d'une femme, et donc la femme a le temps d'aller travailler très normalement. Maintenant, cette mentalité n'a pas changé. On continue à avoir cette mentalité, nous avons besoin d'être sûrs que nos enfants, ceux qui vont hériter de nous, sont véritablement nos enfants. Et ceci est rentré dans notre logiciel. Et c'est difficile de faire sortir un logiciel. Même quand les gens n'ont rien à hériter, même quand des hommes ou des femmes ont des enfants, n'ont rien à donner à leurs enfants,
ils continuent à réfléchir de cette manière. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut changer. Il faut changer ce logiciel. En tout cas, il faut passer par un autre logiciel. L'autre logiciel par lequel il faut passer, c'est celui de considérer que la femme doit être active dans la société. Oui. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, en quelque sorte, oui. Bien. Alors, vous dites toujours dans votre livre que la situation de l'enfance est alarmante, et surtout par cette question du mariage précoce. Alors, en dépit de tous les efforts fournis dans ce sens. Alors, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de changer de procédé ou, en d'autres mots, d'inclure dans notre système éducatif une éducation sexuelle? Est-ce que l'éducation sexuelle va servir à limiter les grossesses, à limiter les mariages précoces? En quelque sorte, oui. Je ne sais pas si c'est à vous de répondre, parce que déjà, un jeune qui connaît son corps, ouais. qui connaît les limites de son corps, ouais. Et qu'il est conscient de pas mal de choses, pourrait réfléchir 2 fois avant de se lancer dans cette aventure du mariage, n'est-ce pas? J'espérerais. Non, je suis partisan de l'éducation sexuelle complète. Complète, voilà. Une éducation sexuelle complète, c'est une éducation qui commence au préscolaire. On n'apprend pas le rapport sexuel. Le rapport sexuel ne s'apprend qu'à des âges plus élevés. Mais au préscolaire, on apprend à respecter son corps, à respecter le corps d'autrui, à prendre ses responsabilités. Quand on a fait tomber un crayon, on reconnaît que c'est nous qui avons fait tomber le crayon. Et c'est important, oui. C'est important en fait pour les grossesses en dehors du cadre du mariage, où les jeunes hommes disparaissent dès qu'il y a une grossesse, avec le problème des filles mères. Je ne pense... Oui. Excusez-moi, docteur, je ne parle pas seulement d'une éducation sexuelle, je ne parle pas seulement de rapport sexuel. C'est avoir une idée de ce que c'est qu'une vie sexuelle et avoir une idée sur les aléas et les conséquences à l'avenir. Donc, être éduqué dans ce sens, ça va peut-être réduire le nombre de grossesses, pas de grossesse, mais de mariage précoce, parce que personnellement, dans mes classes, chaque année, je vois 3 ou 4 filles qui ne viennent plus à l'école, et quand je demande après, on me dit qu'elles se sont mariées. Et moi, j'étais au collège, ça ne dépasse pas 16 ans. Je comprends maintenant le fond de la question. Oui, justement, c'est ça le fond de la question. Et effectivement, si les jeunes connaissaient les conséquences des mariages précoces, les conséquences parce qu'un mariage, dans tous les cas, parce que le mariage, c'est les enfants. On ne se marie, en tout cas, anthropologiquement parlant, on se marie pour avoir des enfants. Oui. Et donc, un mariage où on se dit Bila Injab, ce n'est pas un mariage. Donc, un mariage, c'est des enfants. Et donc, une fille qui se marie à l'âge de 15 ans, la première année, elle est enceinte. Parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle n'a pas une éducation dans ce sens. Parce qu'elle n'a pas une éducation dans ce sens, mais parce que aussi le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est enfanter. Et c'est dans le logiciel. C'est difficile à faire sortir. Effectivement, qu'elle ne peut pas se défendre vis-à-vis de son mari ou de sa belle famille pour dire je suis encore trop jeune. Elle-même ne le sait pas, ne le comprend pas. Le sait pas, voilà. Mais effectivement, si les gens et les jeunes savaient les conséquences de la grossesse précoce, peut-être qu'il y aurait moins, et en tout cas pour les mères, si les mères savaient quelles sont les conséquences des grossesses précoces, peut-être qu'elles seraient hésitantes à marier leur fille précocement avant 18 ans. Moi, je suis persuadé que dans l'assistance, il y a beaucoup de mères qui
qui n'accepteraient pas que leur fille, même à 20 ans, se marie parce qu'elles les voient encore trop jeunes pour le mariage. Donc une mère l'accepte. Pardon? Même les mères qui ne sont pas intellectuelles n'acceptent pas. Même les mères qui ne sont Parce qu'ils pas... connaissent la souffrance de l'accouchement et de la grossesse. Absolument, absolument. Il faut dire que la grossesse chez la jeune fille est très difficile et l'accouchement est très difficile et il peut donner lieu à un certain nombre de conséquences qui peuvent aboutir jusqu'à la mort. En tout cas, c'est la première cause de mortalité des jeunes filles de 15 à 19 ans, c'est la grossesse. C'est la première cause de mortalité des filles de 15 à 19 ans. Donc c'est quelque chose d'important parce que c'est un phénomène. Au Maroc, il est important, il est préoccupant, mais dans d'autres pays, le problème est inimaginable parce que je prends un certain nombre de pays africains où nous dépassons la moitié des filles qui se marient avant l'âge de 18 ans. Alors que chez nous, nous devons être aux environs de 10% ou quelque chose comme ça. 10-12%, on doit être à ces ordres-là. Alors que dans d'autres pays, c'est 4 ou 5 fois plus. Oui. Bien. Alors, le mariage précoce n'est pas une réalité qui est propre au Maroc. Apparemment, c'est un peu partout dans le monde. Alors, est-ce qu'il s'agit des mêmes causes ou bien chaque région a des causes liées à son environnement, à sa région et à sa mentalité peut-être même? Je pense que, en tout cas sur le bassin méditerranéen, parce que c'est celui que j'ai le plus étudié, sur le bassin méditerranéen, c'est la même cause, c'est les mêmes causes. Tous les peuples de la Méditerranée, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, sont tous partis de la notion de mariage avec... D'ailleurs, mariage veut dire contrôle de la sexualité des épouses et procréation des enfants. C'est ça le mariage. Donc, c'est le même mariage qui se trouve en Europe, qui se trouve en Asie, qui se trouve en Afrique. Même quand on va dans les pays africains, la relation est beaucoup... Le nombre de mariages précoces, de mariages d'enfants, disons, de mariages d'enfants, est beaucoup plus important qu'il ne l'est dans le Nord, mais ça, c'est dû aussi à des habitudes qui leur sont propres, où il y a une permissivité des relations. Il y a un certain nombre de pays qui ont été très récemment, qui sont rentrés dans les religions judéo-chrétiennes très récemment, et pendant très longtemps, ils avaient une permissivité dans les relations sexuelles entre garçons et filles. Et donc, ceux-là ont continué à se marier encore précocement, même s'il y a des lois qui ont été établies. Oui. Bien, alors dans quelques régions du Maroc, l'âge du mariage est beaucoup plus élevé en comparaison avec quelques années plus tôt. Il faut le dire. Oui. C'est un phénomène qui se veut réduire de plus en plus, mais il reste encore quand même des cas où le mariage précoce persiste. Oui. Malgré tous les changements et toutes les mutations qui se sont produits dans la société marocaine, le travail de la femme et tout. Donc, qu'est-ce qui fait que ce mariage précoce, même dans certaines régions, bien sûr, il persiste? Dans certaines régions, bien sûr, on parle de régions reculées, mais dans les villes, quand même, le taux de pourcentage se veut se réduire de plus en plus. Oui. Il faut ça. Bon, le mariage précoce a un certain nombre de causes. Certainement. Aujourd'hui, nous considérons, et tous les pays l'ont considéré, la majorité, disons, des pays ont considéré qu'aujourd'hui, une jeune fille ou un jeune homme ne peuvent pas se marier avant 18 ans. J'ai dit la majorité,
Parce que dans un certain nombre de pays, ils ont considéré que ce n'était même pas 18 ans, c'était au-delà. Je pense par exemple à l'Algérie voisine, où elle considère que le mariage c'est au-delà. En Chine, je pense, dans certains États de Chine, c'est au-delà. Alors que dans d'autres pays, on considère que le mariage peut être fait bien avant. Je pense à la Palestine, je pense aux États-Unis, où un certain nombre d'États Pour des raisons. Hein? Comme la Palestine, pour des raisons bien précises. C'est la loi, c'est la loi.